dégénérescence et plus de pertes folliculaires que d'ovulation. La dégénérescence, c'est la destinée habituelle du follicule ovarien. L'évolution vers le follicule mûr, préovulatoire, et l'ovulation, c'est l'exception. Vous voyez, l'atrésie folliculaire, c'est un gaspillage programmé. 99% des follicules qui entrent en croissance dégénèrent. Ce n'est que 400 à 500 ovocytes qui vont ovuler dans la vie de reproduction de la femme. Voilà, il y a aussi d'autre part, les cellules de la thèque interne sont stimulées par la LH et c'est une production d'androgènes. Ces androgènes sont convertis en oestrogènes dans les cellules de la granulosa qui sont sous l'influence de la FSH. Donc LH et FSH, ce sont les deux hormones clés de la folliculogénèse. Donc il y a une stricte dépendance. Il y a une stricte dépendance des follicules en croissance terminale vis-à-vis des gonadotrophines. Vous savez, s'il y a les femmes qui sont porteuses d'une mutation du récepteur de la FSH, n'ont pas de développement folliculaire. Et peu de temps avant l'ovulation, le développement final, il est contrôlé essentiellement par de la LH qui prend le relais sur la FSH. Donc cela confirme que FSH et LH, c'est les deux hormones clés de la croissance folliculaire, surtout tardive pour la croissance folliculaire basale. Elle est sous la dépendance de facteurs de croissance et de cytokines qui régulent la croissance de la granulosa. Au-delà de ce seuil, les follicules peuvent rentrer en croissance. Et puis, à un certain dosage de FSH, ou bien endogène ou bien exogène, si on dépasse une certaine limite, la croissance va être continue. Et ce n'est que lorsque la FSH chute et elle sort de cette fenêtre de FSH qu'il va y avoir la sélection et la dégénérescence de tous les follicules, sauf un follicule qui a, comme vous le savez, le citrate de chlomifène, le tamoxifène, les anti-aromatases, les analogues de la LHRH, et il y a des médicaments qui ont une action ovarienne directe, et c'est les gonadotrophines ou bien urinaires, ou bien les gonadotrophines donc, recombinantes. Le citrate de chlomifène inhibe le rétrocontrôle négatif de l'hyperostrogénie et il va donner une libération continue de la FSH endogène hypophysaire. On utilise généralement ce médicament pour les anovulations simples, les spagnoménorrhées et les SOPK. Les gonadotrophines, il y a les urinaires, il y a les recombinantes, comme vous le savez. Donc l'HMG urinaire, là où il y a un effet FSH, il y a de l'FSH, il y a de l'effet LH, l'FSH urinaire tout court et les gonadotrophines recombinantes. On va donner l'exemple du syndrome des ovaires polykystiques. Et dans le syndrome des ovaires polykystiques, il y a un effet complexe qui donne un défaut de maturation folliculaire. Donc ce défaut de maturation folliculaire avec cet effet complexe n'a pas de traitement étiologique. Et donc le traitement symptomatique, c'est justement l'induction de l'ovulation, la stimulation de l'ovulation. Comme le veulent les recommandations, on va essayer de se baser sur le bien-être, l'amaigrissement, l'activité physique, mais aussi les insulinosensibilisants et les inducteurs d'ovulation. Parmi les inducteurs d'ovulation, il y a la possibilité du forage ovarien, le drilling ovarien, le metformine, ou bien passer aux médicaments, citrate de chlomifène, l'étrozole, ou bien les FSH, ou bien les FSH-LH exogènes. Voilà, c'est des possibilités de stimulation ovarienne. Voilà. Donc, comment on fait pour le citrate de chlomifène? Là, on va essayer de donner du 2e au 5e jour. On va donner une dose qui va de 50 mg à 150 mg jour. Et on va arrêter justement cette stimulation avant de rentrer dans... On va sortir rapidement de cette fenêtre de stimulation. Il y a un taux de réussite, et ce taux de réussite, il est contrecarré par une certaine résistance et des cas d'échec de cette stimulation. Et l'échec est dû surtout à cet effet anti-oestrogène au niveau aussi de l'endomètre et du mucus cervical. Voilà, mis à part quelques effets indésirables. Les anti-aromatases, maintenant le létrozole, c'est un
C'est un médicament qui prend la première place maintenant en matière d'induction d'ovulation chez les SOPK. Donc ça bloque l'aromatisation des androgènes en oestrogènes. On va avoir moins d'oestrogènes et par conséquent on va avoir un feedback positif et une libération de FSH endogène sans pour autant risquer l'effet anti-oestrogène du citrate de clomiphène. Et c'est un effet aussi bénéfique et recherché dans le cas de stimulation en vue de préservation de la fertilité. Là, on n'a pas envie d'avoir des doses supraphysiologiques d'oestrogène. Donc, anti-aromatase, selon les études, ça prend une place meilleure actuellement que le citrate de clomiphène, malgré que dans notre pays, il n'a pas l'AMM dans cette indication. Donc, pour la stimulation ovarienne par les gonadotrophines, on revient à ce seuil de FSH, cette notion de seuil de FSH. Donc en matière de PK, il est conseillé d'aller chercher doucement ce seuil de FSH, ne pas commencer avec des doses élevées, et puis on peut aller augmenter doucement les doses de FSH si on n'arrive pas à décoller et à donner une bonne folliculogénèse. Et puis ça s'appelle le step-up, le protocole step-up, le dose. Sinon, on peut commencer par une dose élevée, aller directement à cette fenêtre de FSH et essayer de réduire après, de sortir rapidement de cette fenêtre de FSH. Et ça s'appelle le protocole step down, low dose. On peut combiner aussi les deux. Donc, et pour l'ovulation, maintenant, si on a parlé un peu de la stimulation, on va passer à l'ovulation. Le pic de LH en physiologie, il est indispensable à la luteinalisation du follicule et à l'ovulation. Et ce pic de LH il résulte du feedback positif de l'hyperostrogénie au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Donc cette hyperostrogénie, elle va déclencher le pic de LH, elle va déclencher cette ovulation. Et cette ovulation, elle va être déclenchée à 36 heures après le pic de LH. Et entre les deux, on va pouvoir avoir une hyperprogestéronémie, une progestérone qui commence à s'élever. Alors cette progestérone, est-ce qu'il faut la monitorer, est-ce qu'il faut la chercher? Quand on est en train de bloquer, est-ce qu'on est sûr qu'on a bien bloqué l'ovulation? Est-ce qu'on est sûr qu'on n'a pas eu de pic prématuré de LH? Et c'est là que est venue cette idée de monitorer aussi la progestéronémie au cours du cycle stimulé. Et tout le monde connaît ce cutoff de 1,5 le jour du déclenchement. Si on a plus de 1,5 de progestéronémie, on s'est mis d'accord à un certain moment donné que là, c'est mauvais, c'est qu'il y a eu forcément une luteinisation précoce des cellules de la granulosa, et forcément il y a eu peut-être un pic prématuré de LH, et on n'a pas assez bloqué notre ovulation. Beaucoup de papiers sont écrits sur ce sujet, et l'équipe de Dr Blokil à Bruxelles a parlé de ce seuil, et ils ont même démontré que, oui, il ne faut pas dépasser le seuil de 1,5, mais si tu es en dessous aussi de ce seuil, les résultats en matière de taux de naissance vivante, ils diminuent aussi. Et c'est là où, c'est là où Dr Anne Givarch, elle a sauté, je pense, elle a continué sur cette lancée, et à l'échelle 2017, elle nous montre, avec cette étude, que lorsque on est en dehors de cet intervalle, le jour de déclenchement, en matière de progestéronémie, si on est en dehors de 0,2 à 0,85, on va baisser le taux de réussite, le taux de naissance vivante de 28%. Donc ça, c'est en début du cycle folliculaire. Je m'excuse. Et à la fin de la phase folliculaire, si on sort entre 0,5 et 1,1, on va diminuer aussi de 34% le taux de naissance vivante. Donc, plus de précision en matière de cet intervalle de progestérone jour de déclenchement. En matière de stimulation médicale, donc, si on stimule ou bien on induit une ovulation sans bloquer, on va attendre une ovulation spontanée et on va subir le pic de LH physiologique. Et si on veut faire une stimulation contrôlée, avec une ovulation contrôlée, on est obligé de bloquer. Voilà, sinon ce pic d'œstradiolémique, s'il dépasse 300 à 350 picogrammes par ml, il va déclencher le pic de LH.
Donc on va bloquer ou bien par les agonistes ou bien par les antagonistes. Comme vous le savez, les agonistes, ils inhibent la sécrétion de FSH et LH. En agissant au niveau de l'hypothalamus, ils vont créer cet effet flare-up et puis un effet rétrocontrôle négatif. Et là, ils vont commencer à bloquer après quelques jours. Alors que les antagonistes, ils vont commencer immédiatement à bloquer. C'est une action plus directe et il inhibe la sécrétion de la LH et la FSH directement au niveau de l'hypophyse. Il y a beaucoup de schémas, pardon, qui n'ont pas qui n'ont pas été enregistrés. Alors, donc cette possibilité d'aller utiliser les antagonistes, ça a facilité la maniabilité et la programmation des cycles folliculaires et ça a donné plus d'aisance aussi bien au centre de PMA, mais aussi au couple. Donc, beaucoup de gens, ils ont essayé de s'éloigner de ce protocole agoniste qui est quand même lent, même s'il est un peu appelé court, donc dans les cycles agonistes courts. Il est remplacé de plus en plus par les cycles antagonistes, là où on commence à stimuler, et puis d'une manière fixe ou bien de manière malléable, on fait rentrer les antagonistes après quelques jours. Avant la survenue de la cryopréservation et de la congélation, etc., et le passage de ce cycle agoniste au cycle antagoniste, il a diminué donc l'abandon de cycles, puisque ça a donné moins d'hyperostrogénie supraphysiologique, donc moins de possibilité d'aller au costing ou bien d'arrêter les cycles simulés. Et pour les résultats, les cycles, toutes les méta-analyses concordent que les cycles agonistes et antagonistes ont donné pratiquement les mêmes résultats en matière de taux de naissance vivante. Le cycle antagoniste a donné plus d'aisance au centre de PMA, surtout pour programmer leur ponction et leur jour de ponction et leur jour de transfert, puisqu'on peut, selon ce qu'a démontré Anne Gevarch, essayer de donner un pré-traitement qui va essayer de donner la possibilité de retarder ou bien d'avancer de quelques jours, surtout de retarder de quelques jours le début de la stimulation, ce qui va faire peut-être donner peut-être une aisance de s'éloigner d'un dimanche ou bien d'un jour férié. Voilà, donc FSH plus ou moins LH, ce n'est pas peut-être le cadre de tout ça. Donc comment on a parlé de stimulation, on a parlé de blocage du pic prématuré de LH. On va parler maintenant du déclenchement. Donc le déclenchement, on déclenche ou bien par la CG, ou bien par la CG, ou bien par la LH recombinante, la CG recombinante. Actuellement, on tend de plus en plus à penser à ce déclenchement par les analogues. Alors, quand est-ce qu'on doit déclencher par les analogues et pourquoi? Et vous voyez que ce papier qui a été publié par Sankara en 2011, il a démontré que plus on a d'ovocytes, plus on a de résultats. Et ces résultats, ils sont maximales aux alentours de 15 ovocytes. Plus que 15 ovocytes, les résultats, ils sont pratiquement les mêmes. Et ça diminue même à un certain moment donné. Et puis ça, c'est modulable en fonction de l'âge, bien sûr. Toutes les équipes ont écrit quelque part des papiers sur ça et ils ont essayé de faire des études qui démontrent ces constatations de Sankara. Mais essayer de chercher des bons résultats, ça a des conséquences et ça a un prix. Et là, il y a plus de risques d'hyperstimulation, justement, à partir de 15 ovocytes recueillis. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout que il y a plusieurs papiers qui ont démontré qu'à partir de 3000 picogrammes de stradiolémie, même s'il y a une grossesse, le taux de fausse couche est beaucoup plus important en matière de transfert frais qu'en matière de transfert congelé. Donc, tout le monde s'accorde que peut-être chez les hyperrépondeuses, lorsqu'on recrute plus que 15 ovocytes, oui, on a de meilleurs résultats, mais il vaut mieux segmenter notre FIV et aller au frisol et au transfert d'embryons congelés. Ça va donner moins de risques d'hyperstimulation, mais aussi plus de résultats, puisqu'on a peut-être surmaturé moins l'endomètre et on a affecté moins l'endomètre. Et donc, on n'a pas dérangé l'implantation. Donc, pourquoi déclencher par les analogues? Vous voyez que l'ACG,
que ce soit l'ACG exogène, que ce soit l'ACG endogène, c'est lui qui déclenche cette cascade qui va aller donner l'hyperstimulation. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut éviter l'ACG exogène et éviter l'ACG endogène, donc éviter la grossesse. La solution, c'était d'aller faire du frisol. Ce frisol a diminué nettement le taux d'hyperstimulation, mais il n'a pas amélioré les résultats pour tout le monde en matière d'implantation et taux de naissance vivante. Et donc, est-ce que le frisol est une solution pour tout le monde? Le frisol il est indiqué dans plusieurs situations. Et puis, mais il n'est pas indiqué pour tout le monde. Pour les épais répondeuses, oui, mais pour les normaux répondeuses et pour les mauvaises répondeuses, on continue à penser que transférer en frais, c'est mieux. Donc, comment déclencher les agonistes? Sous nos cieux, on n'a que le décapeptyle et on déclenche avec 0,2 mg en sous-cutané. Donc, voilà. Quand on déclenche par les agonistes qui ont une demi-vie courte par rapport à l'ACG, on va avoir forcément une phase lutéale défectueuse. Donc c'est Peter Omaidan qui a le plus parlé de cette phase lutéale et il a essayé par tous les moyens de l'attraper, cette phase lutéale, ou bien en donnant de l'ACG le jour de la ponction, ou bien de fractionner et de donner de faibles doses d'ACG tout au long de la phase lutéale. Ou bien, il y a des gens qui ont pensé au soutien intensif, surtout les Américains, ils pensent au soutien intensif de la phase lutéale. D'ailleurs, ces études montrent que lorsqu'on déclenche par les agonistes et qu'on ne donne que de la progestérone, on a un taux important d'avortement. Et plus on ajoute de la CG, même avec des faibles doses, plus on va avoir moins de fausses couches. Et voilà que... déclenché par les agonistes, ça nécessite peut-être de donner de la CG, même à faible dose, ou peut-être penser surtout au transfert d'embryons congelés. Il y a cette tentative de support agressif de la phase lutéale, et il y a aussi cette tentative de lutéal costing, c'est que tout au long de la phase lutéale, on va essayer de doser la progestéronémie, et si elle est en dessous de 10 nanogrammes par ml, là on va donner une petite dose d'ACG. Et les meilleurs taux de réussite, ils sont aux alentours de 30 nanogrammes par ml le jour de l'implantation. Donc, en bref, la stimulation ovarienne hors FIV, elle est indiquée surtout pour corriger les anomalies occultes de l'ovulation et pour augmenter le nombre des ovocytes disponibles pour la fécondation. En FIV, on va bloquer le phénomène ovulatoire, on va augmenter le nombre de follicules matures par cycle, on va éviter l'hyperstimulation et on va essayer d'avoir une cohorte folliculaire la plus homogène que possible pour espérer une qualité ovocytaire, une bonne qualité ovocytaire. Le random start, c'est une deuxième philosophie de stimulation qui est surtout sorti à l'occasion de la préservation de la fertilité. Et là, on pense que stimuler l'ovulation est possible à n'importe quel moment du cycle, du moment où on a un cancer et on veut préserver la fertilité de la dame. Donc, on n'a pas envie de retarder le traitement du cancer. Donc là, on va penser à stimuler immédiatement. Et voilà que c'est possible. Surtout qu'il y a cette notion de vague de maturation folliculaire. C'est que même en phase lutéale, on a des vagues de maturation folliculaire. Et si on stimule à cette phase, on peut récupérer des ovocytes. L'hyperprogestéronémie, lorsque la progestéronémie est très élevée à la deuxième phase, cette progestéronémie elle a un effet de feedback négatif. Et ça inhibe un peu la croissance folliculaire. Donc, on a de vagues folliculaires. Donc là, il faut penser à ne pas avoir de taux de progestérone élevé si on veut stimuler de nouveau. Et donc, on n'est pas obligé de donner de la progestérone, bien sûr. Donc, re-stimuler de nouveau. Et c'est pratiquement la même physiologie qui nous pousse à penser que les deux peuvent réussir, duostim et random start. Donc voilà, j'ai essayé de faire le tour de la stimulation ovarienne, de parler de cette physiologie et de chercher un peu l'application en matière de clinique. Et je vous remercie.